Au champ, une nouvelle réaliste de Guy de Maupassant, lecture par Christophe Tabar. Les deux chaumières étaient côte à côte au pied d'une colline proche d'une petite ville de bains. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait 4. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. Les mariages, et ensuite les naissances, s'étaient produits à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas, et les deux pères confondaient tout à fait. Les 8 noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse. Et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criaient 3 avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par les Tuvache, qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre masure abritait les Valin, qui avaient une fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. À 7 heures le matin, puis à midi, puis à 6 heures le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis par rang d'âge devant la table en bois, vernis par 50 ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse pleine de pain molli dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons. Et toute la lignée mangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtait elle-même le petit. Un peu de viande au pot-au-feu le dimanche était une fête pour tous, et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Je m'y ferai bien tous les jours ». Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières, et une jeune femme, qui conduisait elle-même, dit au monsieur, assis à côté d'elle « Oh, regarde, Henri, ce tas d'enfants. Sont-ils jolis comme ça, à grouiller dans la poussière ?» L'homme ne répondit rien, accoutumé à ces admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit « Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un, celui-là, le tout petit !» Et sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des 2 derniers, celui des Tuvache, et, l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blonds frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteaux, donna des bonbons à tous les autres, et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle, et, sans s'arrêter aux mioches, qui la connaissaient bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Ils étaient là, en train de fendre du bois pour la soupe. Ils se redressèrent, tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Alors la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença « Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener votre petit garçon. » Les campagnards, stupéfaits et sans idée, ne répondirent pas. Elle reprit haleine et continua « Nous n'avons pas d'enfant. Nous sommes seuls, mon mari et moi. Nous le garderions. Voulez-vous » La paysanne commençait à comprendre. Elle demanda « Vous voulez nous prendre Charlot ? Ah bah non, pour sûr !» Alors monsieur Dubière intervint. « Ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter, mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Si nous avions par hasard des enfants, il partagerait également avec eux. Mais s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions, à sa majorité, une somme de 20 000 francs qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort
une rente de 100 francs par mois. Avez-vous bien compris? La fermière s'était levée, toute furieuse. Vous voulez que je vous vendions Charlot? Ah mais non! C'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça. Ah mais non! Ce serait abomination. L'homme ne disait rien, grave et réfléchi, mais il approuvait sa femme d'un mouvement continu de la tête. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer, et, se tournant vers son mari, avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, elle balbutia. « Ils ne veulent pas, Henri. Ils ne veulent pas. » Alors ils firent une dernière tentative. « Mais, mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur, à... » La paysanne exaspérée lui coupa la parole. « C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez-vous-en, et puis, que je vous revoie point par ici. C'est-il permis de vouloir prendre un enfant comme ça? » Alors madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'ils étaient deux tout petits, et elle demanda à travers ses larmes, avec une ténacité de femme volontaire et gâtée, qui ne veut jamais attendre. « Mais l'autre petit n'est pas à vous? » Le père Tuvache répondit. « Non, c'est au voisin. Vous pouvez y aller si vous voulez. » Et il rentra dans sa maison, où retentissait la voix indignée de sa femme. Les Valin étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau, dans une assiette entre deux. M. Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuations, de précautions oratoires, d'astuces. Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus. Mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se considérèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda « Qu'est-ce que t'en dis, l'homme ?» Il prononça d'un ton sentencieux « Je dis que c'est point méprisable. » Alors madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur, et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Le paysan demanda « C'te rente de 1200 francs, ce sera promis devant le notaire ?» Monsieur Dubière répondit « Mais certainement, dès demain. » La fermière qui méditait reprit « 100 francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit. Ça travaillera dans quelques ans, cet enfant. Il nous faut 120 francs. » Madame Dubière, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite. Et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin, appelés aussitôt, servirent de témoins complaisants. Et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot hurlant, comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Les Tuvache sur leurs portes les regardaient partir muets, sévères, regrettant peut-être leur refus. On n'entendit plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs 120 francs chez le notaire. Et ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait être dénaturé pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie. Et parfois elle prenait en ses bras son Charlot avec ostentation, lui criant, comme s'il eût compris, « Je t'ai pas vendu, mon p'tio. Je vends pas mes enfants, mais... Je suis pas riche, mais je vends pas mes enfants. » Et pendant des années, et encore des années, ce fut ainsi chaque jour des allusions grossières qui étaient vociférées devant la porte, de façon à entrer dans la maison voisine. La mère Tuvache avait fini par se croire supérieure à toute la contrée parce qu'elle n'avait pas vendu Charlot. Et ceux qui parlaient d'elle disaient « Je sais bien que c'était engageant, c'est égal, elle s'a conduite comme une bonne mère. » On la citait. Et Charlot, qui prenait 18 ans, élevé dans cette idée qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à ses camarades, parce qu'on ne l'avait pas vendu. Les Valin vivotaient à leur aise, grâce à la pension. La fureur inapaisable des Tuvache, restée misérable, venait de là. Leur fils aîné partit au service. Le second mourut. Charlot resta seul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et deux autres sœurs cadettes qu'il avait.
Il prenait 21 ans, quand, un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les 2 chaumières. Un jeune monsieur, avec une chaîne de montre en or, descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. La vieille dame lui dit « C'est là, mon enfant, à la seconde maison. » Et il entra comme chez lui dans la masure des Valins. La vieille mère lavait ses tabliers. Le père, infirme, sommeillait près de l'âtre. Tous deux levèrent la tête, et le jeune homme dit « Bonjour, papa. Bonjour, maman. » Ils se dressèrent, effarés. La paysanne laissa tomber d'émoi son savon dans son eau et balbutia « C'est Tité, mon enfant. C'est Tité, mon enfant. » Il la prit dans ses bras et l'embrassa en répétant « Bonjour, maman. » Tandis que le vieux, tout tremblant, disait de son ton calme qu'il ne perdait jamais « T'es v'là-t-il revenu, Jean ?» comme s'il l'avait vu un mois auparavant. Et quand ils se furent reconnus, les parents voulurent tout de suite sortir le fieu dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir au souper, il dit au vieux « Faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit au Valin ?» Sa mère répondit obstinément « Je voulions point vendre notre enfant. » Le père ne disait rien. Le fils reprit « C'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça ?» Alors le père Tuvache articula d'un ton coléreux « Vas-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé ?» Et le jeune homme brutalement « Oui, je vous le reproche, que vous n'êtes que des niants, des parents comme vous, ça fait le malheur des enfants, vous mériteriez que je vous quitte. » La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répandait la moitié. « Tuez-vous donc pour élever des enfants. » Alors le gars rudement « J'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre, tantôt mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, v'là ce que je serai maintenant. » Il se leva. « Tenez, je sens bien que je ferais mieux de ne pas rester ici, parce que je vous le reprocherai du matin au soir, et que je vous ferai une vie de misère. Ça, voyez-vous, je vous le pardonnerai jamais. » Les 2 vieux se taisaient, atterrés, larmoyants. Il reprit « Non, cette idée-là, ce serait trop dur. J'aime mieux m'en aller, chercher ma vie autre part. » Il ouvrit la porte. Un bruit de voix entra. Les Valins festoyaient avec l'enfant revenu. Alors Charlot tapa du pied, et se tournant vers ses parents cria « Manant, va !» Et il disparut dans la nuit.